projet de recherche sur lequel on travaille avec le musée des arts décoratifs depuis le mois d'octobre, mais qui en fait prend la suite d'un projet sur lequel Marion avait déjà travaillé depuis un an, et qui est un projet donc, autour de la collection de Paul Henreau, qui est un photographe qui a en particulier fait des photographies d'architecture. Vous pouvez en voir quelques-unes sur l'écran. Alors, Tornache, on a pas dit la résolution du sigle, mais c'est surtout l'inverse de Henreau. C'est le nom de notre projet actuel. Et donc, dans le cadre de ce projet, notre objectif, c'est de mobiliser des technologies d'intelligence artificielle au service du travail sur les collections de musées, en particulier au sein du département des arts graphiques du musée des arts décoratifs, où il y a des masses relativement importantes de collections qui ne sont pas à l'heure actuelle décrites dans le système de description des collections. Donc on a été sollicité par le MAD pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des technologies d'intelligence artificielle, explorer l'utilisation de ces technologies pour l'accès aux collections muséales. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'au moment où on a commencé à travailler sur ce projet, on n'était pas exactement où on en est actuellement en termes de visibilité de l'intelligence artificielle dans la sphère culturelle et au-delà. C'est-à-dire que nous, ça faisait un moment qu'on travaillait déjà sur l'intelligence artificielle, mais ce n'était pas encore à ce point la mode. Mais on savait déjà qu'on aurait une bonne maturité des outils de ce qu'on appelle la computer vision, vision artificielle, c'est-à-dire les outils de l'intelligence artificielle qui permettent de traiter des images, notamment s'agissant de reconnaître des bâtiments remarquables comme l'église que vous voyez sur la photo en bas, qui est l'église du Corbusier, ou aussi reconnaître des motifs comme ceux qui sont caractéristiques de l'art de ce photographe. On sait que les IA qu'on a aujourd'hui pour traiter les images peuvent faire ce travail. Là, on n'est pas obligé de développer de nouvelles IA. Donc, de toute façon, ce n'est pas notre métier. On ne crée pas des modèles. Mais par contre, il y a tout un enjeu qui va être d'affiner les IA qui existent pour réussir à leur faire exactement ce qu'on veut. Voilà, c'est un peu ça le challenge de notre projet. Alors, du coup, l'objectif du projet Tornache n'est donc pas tant d'inventer de nouvelles intelligences artificielles que de voir ce que ça va faire d'intégrer l'intelligence artificielle dans le musée et d'examiner du coup quel type de transformations sont susceptibles de se produire quand on automatise des traitements dans le contexte patrimonial. Donc, j'ai coutume de dire que l'idée reçue consistant à penser que vous avez un processus dans lequel il y a une personne à un moment donné qui fait quelque chose, vous enlevez cette personne et vous la remplacez par une IA, non, ça ne se passera pas comme ça. Parce que les intelligences artificielles, même si, encore une fois, elles ont un bon niveau de maturité, on peut faire plein de choses avec, ce ne sont pas des humains, donc on ne peut pas leur déléguer exactement le même périmètre de tâches qu'on pourrait déléguer, qu'on pourrait confier à une personne humaine. En revanche, ce sont des machines, donc elles sont aussi capables de faire des choses que les humains ne peuvent pas faire, comme traiter des très grandes masses de documents en très peu de temps, ou des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire aussi, parce que ça peut être des tâches laborieuses, répétitives, etc. Donc en fait, quand vous allez intégrer l'intelligence artificielle dans un processus, ou n'importe quelle forme d'automatisation dans un processus, ce qui va se passer, c'est que ça va faire bouger l'ensemble du processus. Ça va interroger en fait qui fait quoi, comment on le fait, transformer soit à la marge, soit complètement certains métiers, certaines briques logicielles aussi. Et c'est ça qu'on souhaite observer dans le cadre de ce projet. Donc l'objectif, c'est de partir d'un corpus relativement volumineux, puisque sur la collection WOW, on est à 400 000 images. Alors pour l'instant, dans le cadre des tests, on ne travaille pas sur la totalité de la collection, mais en tout cas, ça vous donne une idée de la volumétrie sur laquelle on veut travailler, pour démontrer
la valeur ajoutée de l'IA, et surtout essayer de voir si on peut organiser le traitement des collections, non pas en se disant que la numérisation c'est ce qui arrive à la fin, une fois qu'on a inventorié, décrit, étudié scientifiquement et sélectionné les documents qu'on veut finalement numériser pour les valoriser, mais est-ce qu'on ne pourrait pas inverser le processus et se dire on a des masses documentaires qui sont difficilement traitées ou traitables, est-ce qu'on ne pourrait pas les numériser, les traiter avec de l'intelligence artificielle et ensuite remettre ce traitement dans le circuit du traitement que font habituellement les personnes qui sont chargées des collections dans le musée. Donc avec des enjeux de travail sur la coopération entre l'humain et la machine dans le traitement des collections, l'adaptation aussi des systèmes d'information et la conception d'interfaces qui vont nous permettre de présenter en fait les résultats qu'on va obtenir avec l'intelligence artificielle aux collègues du musée. Alors c'est un projet qui ne sort pas de nulle part. Dans le cadre du projet Tornache, on bénéficie du parrainage de notre grande sœur, la BNF, qui a son propre projet en fait, d'intelligence artificielle sur les images et qui en fait, est en train d'industrialiser un outil permettant de massivement identifier des contenus iconographiques dans Gallica, caractériser ces contenus, les classifier pour permettre de faire de la recherche d'images par le contenu, donc de chercher directement dans les collections d'images. Pardon pour cette diapo en anglais qui vient directement d'une présentation du projet qu'on a fait ensemble avec Jean-Philippe, c'est lui qui fait la diapo. Donc voilà, on ne voulait pas le trahir, on l'a remise telle quelle. Un projet qui est... Enfin voilà, donc la BNF est partie prenante de ce projet, Tornache, à travers l'expertise qu'elle nous apporte, mais aussi comme inspiration sur des problématiques qui sont notamment la montée en charge au niveau de grands volumes de données, le choix des modèles d'IA qu'on va pouvoir utiliser, et de façon plus générale les questions d'industrialisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour passer d'une expérimentation avec un petit nombre de documents au déploiement sur une collection numérique massive. Outre ce parrainage de Gallica, je vous ai donc indiqué que le projet Tornage s'inscrivait dans la continuité d'un projet que Marion avait réalisé l'année passée au sein du MAD. Donc le projet portait sur un autre fonds qui était celui de Jean Royer, qui est un designer dont les œuvres sont encore très en vue, notamment sur le marché de l'art, et donc dont le fonds a été déposé au MAD et encore tout à fait, est encore très régulièrement exploité, notamment à des fins d'identification des pièces de Royer qui circulent sur le marché, donc à des fins d'authentification de ces œuvres. Donc c'est une collection qui représente 18 000 pièces, donc 18 000 dessins, avec plusieurs types de dessins. Donc il y a des dessins qui sont des gouaches en couleur comme celles que vous voyez sur la diapo, où le mobilier qui a été designé par Royer est mis en scène en fait dans des espaces tridimensionnels. Et puis des dessins qui sont plutôt des dessins techniques, qui sont des calques, avec des annotations très précises, notamment de dimensions des différentes parties des objets mobiliers. Alors autant ce type de dessin, les intelligences artificielles qui sont entraînées sur des corpus de photographie contemporaine la plupart du temps peuvent réussir à identifier ce qu'on y voit. Autant sur les calques, sur les dessins techniques, ça représente un défi beaucoup plus complexe. Et surtout, encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre très précisément quel est le cas d'usage du musée et d'essayer d'adapter l'intelligence artificielle précisément à ce cas d'usage. Et donc là, l'idée, c'était de reconnaître les pièces de Jean Royer en utilisant la classification de Jean Royer, donc de repérer les mobiliers dont il est l'auteur, de pouvoir identifier la présence d'un mobilier sur différents types de dessins, et de pouvoir également
identifier les styles caractéristiques de ce designer, puisqu'il y a des espèces de motifs récurrents, de la même manière que sur Enro, on vous les a montrés, des motifs récurrents qui permettent de regrouper, de classer ces œuvres, et c'est ce genre de motifs qu'on souhaitait reconnaître. Donc le processus qui a été mis en place, qui est un processus itératif qui est symbolisé par cette petite boucle que vous voyez là-haut, consistait à d'abord entraîner un modèle d'IA en annotant manuellement une partie du corpus pour lui apprendre, entre guillemets, à reconnaître les chaises, les tables, les canapés, etc. Ensuite, une fois que le modèle a été entraîné, on réalise un affinage du modèle, ou fine-tuning dans le jargon du domaine, pour avoir un modèle qui est plus précis sur la reconnaissance des objets. Quand le modèle une fois qu'on a testé le modèle, on va corriger ce qu'il a fourni comme résultat, ce qui permet de créer des indicateurs pour vérifier s'il a été pertinent ou non. Et tout ce qui a été corrigé va être réinjecté dans le corpus d'apprentissage qu'on appelle la vérité de terrain, de façon à ce qu'on ait davantage d'images qui nous permettent d'apprendre à reconnaître ces objets qu'on souhaite identifier. Donc c'est pour ça que le processus est itératif. Et donc on le répète jusqu'à ce qu'on soit satisfaite de la qualité du résultat obtenu dans le cadre du modèle. Et une fois qu'on est satisfaite, donc là on en est à cette étape. Donc là pour l'instant on a obtenu donc ce que vous voyez le carré vert là, c'est ce qu'on appelle une matrice de pardon, je suis sur les écrans mais je ne suis pas sur l'écran que vous avez vu. Donc c'est ce qu'on appelle une matrice de confusion. Et l'objectif, c'est de dessiner la diagonale là, que vous voyez un petit peu apparaître, puisque chaque point plus clair qui s'affiche sur cette diagonale signifie qu'il y a une adéquation entre ce qu'on cherchait à trouver, qui est sur un axe, et ce que l'IA a effectivement trouvé, qui est sur l'autre axe. Donc, plus la diagonale est lisible dans cette matrice de confusion, plus le modèle est pertinent. Donc, notre objectif, c'est d'arriver à une belle diagonale bien marquée, et une fois qu'on en sera là, et qu'on sera satisfait de notre modèle, il faudra qu'on réalise ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire qu'on va prendre le modèle qu'on aura donc entraîné, affiné, et le faire passer sur les 18 000 pièces pour générer l'indexation qui permet de retrouver les pièces de mobilier de Royer dans cette collection de dessins. Donc cette inférence, elle fait l'objet d'un processus qu'on a davantage détaillé avec les collègues du MAD et que je vais vous montrer juste après. Alors attention, ça pique un petit peu. Mais je vais vous le détailler. En fait, je vais prendre juste une minute pour vous le détailler un peu plus, je vais me lever, parce que je trouve que d'un point de vue de la réflexion sur qu'est-ce que ça implique de faire rentrer l'IA dans le musée, c'est vraiment intéressant. Donc là, vous voyez que dans ce schéma, il y a tout un tas d'activités. Certaines sont en rose, d'autres sont en bleu. En gros, ce qui est en rose, c'est ce que doit faire la collègue qui est chargée de la documentation, qui gère la base collection du MAD. Ce qui est en bleu, c'est ce que fait Marion. Et dans ce schéma, l'intelligence artificielle est ici. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer déjà que quand on met en place un processus d'intelligence artificielle, le gros morceau du processus, c'est pas l'IA, parce que l'IA, elle trouve sa place à un endroit, mais c'est tout ce qu'on va mettre en place autour. Et en fait, que dit ce schéma? Il nous dit que dans la base de gestion des collections du musée, qui est une base Skinsoft, à l'heure actuelle, on n'a pas du tout de description de la collection Royer. Donc on a 0 fiche. Donc la première étape, c'est d'initialiser les 18 000 fiches dans la base avec leur numéro d'inventaire. Donc au départ, ce sera des fiches vides. Ensuite, on associe les images numérisées, ce qu'on appelle les médias, avec ces fiches, grâce à un fichier qui a été créé par le prestataire de numérisation et qui nous donne la correspondance entre le numéro d'inventaire et le nom du fichier image. À partir de ça, ça va permettre de faire un export de la base, export sous forme de fichier Excel qui va être fourni à Marion pour qu'elle puisse faire son traitement. Et là, ce que vous voyez, c'est que le traitement il se sépare en deux, en fait, parce que la notation par intelligence artificielle, qui est ce que je viens de vous expliquer juste avant, ça sert simplement, entre guillemets, à ajouter de l'indexation iconographique, donc à repérer les objets qui sont présents sur les images, éventuellement les styles au sens de Royal.
Mais en fait, toutes les autres informations qu'on pourrait vouloir avoir sur les œuvres, telles que leur date, leur titre, des choses comme les dimensions, j'imagine, le médium, le support, le commanditaire, et même des informations parfois sur ce qu'elles représentent, au-delà de simplement le type de mobilier. C'est des informations qui viennent en fait d'un plan de classement qui prend aujourd'hui la forme d'un document Word et qui va faire aussi l'objet d'un traitement d'extraction de données automatisé, mais qui n'utilise pas au sens strict de l'IA, qui utilise en fait des méthodes de traitement de données, on va dire, classiques, voilà, à l'ancienne, entre guillemets. Ce qui est intéressant dans cette dualité, c'est que là, on a vraiment mis l'IA là où on en avait besoin. Et ici, on a d'autres méthodes de traitement de l'information, de traitement de la donnée, qui sont aussi automatisées, mais qui sont beaucoup moins lourdes, notamment en termes d'infrastructure machine, de complexité, et aussi d'impact environnemental. Donc ça permet d'être un peu économe sur ce plan. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait et l'IA d'une part, et d'autre part, cet enrichissement de données à partir d'une analyse de la collection du plan de classement, on va reprendre ces deux ensembles de données, les remettre ensemble dans un format standard et pérenne qui est un format 3IF. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous est connu, mais si ça ne l'est pas, ça sera l'occasion d'en parler quand il y aura des questions. Et ensuite, à partir de ce standard, on fait un autre export de données dans un format qui, lui, va être adapté pour l'import dans Skinsoft. Et on passe ça à Michel, qui va pouvoir faire le versement. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va écraser les notices vides qu'elle avait créées au départ avec les notices qu'on aura enrichies automatiquement. Encore un dernier détail, c'est que donc notre annotation se base sur une ontologie qui contient 23 termes qui correspondent aux termes qu'on va reconnaître dans les images. Et Michel a un thésaurus de 23 000 termes qui est issu, un peu ce qu'on a vu ce matin, du mixage de plusieurs thésaurus qui venaient de plusieurs bases, qui n'est pas encore nettoyé. Donc il y a une petite étape de nettoyage pour être sûr que les deux se réconcilient harmonieusement et qu'on ne vient pas créer encore du bruit dans le thésaurus global du MAD dans Skinsoft. Voilà, donc tout ça est théorique, on ne l'a pas encore fait, mais on l'a conçu, et donc normalement, à la fin du projet, on aura initialisé 18 000 fiches dans la base du musée contenant les métadonnées extraites automatiquement de la collection royale. Et donc en parallèle de ce processus qui va être la clôture du projet initié il y a un an au MAD, il y a toute la question et tout l'enjeu de l'intégration de l'IA dans les musées. C'est-à-dire qu'on peut arriver avec nos super modèles, le schéma extrêmement compliqué mais extrêmement bien construit. S'ils ne sont pas réutilisés, ça n'a aucun intérêt. Et s'il y a une réfraction, on va dire, à l'intégration de l'IA, c'est un projet qui est très beau mais qui n'aura aucune pérennité. Et donc c'est pas du tout l'objectif de ce projet, qui est justement plutôt de comment peut-on vraiment intégrer l'IA dans le musée. Donc pour ça, nous avons lancé une campagne d'entretien avec différents participants. Donc je vous ai mis les profils qui ont été interviewés. Donc il y a une chargée d'activité qui s'occupe vraiment de toute la gestion en réalité du département des arts graphiques, enfin anciennement arts graphiques, maintenant dessin, papier peint et photo. 2 attachés de conservation, la direction du service des acquisitions, inventaire, dépôt et coordination du récollement, la direction générale de l'association et l'administration de la base de données, qui est Michel, qui va récupérer tous les fichiers que nous allons produire cette année. Les profils en fait ont été choisis à la fois pour la place qu'ils ont au sein de l'institution et dans l'articulation entre les différents services, les différents départements, et puisqu'ils n'ont pas tous la même utilité de la base de données, et l'appréhension de l'IA n'est pas forcément la même pour chacun. Donc le rôle de cette campagne d'entretien, c'était d'appréhender en fait, donc vraiment de bien comprendre le rôle, les responsabilités, en particulier des méthodes de travail des participants, pour pouvoir en fait identifier des besoins spécifiques et des besoins de friction potentiels qui seraient liés à l'IA.
En fait, le but de ces entretiens, c'est de les amener en fait à eux-mêmes identifier les besoins dont ils auraient besoin avec l'IA pour en fait identifier les cas d'usage que je vais vous présenter juste après. Et donc en fait pour pouvoir définir les priorités et les tâches où l'IA aurait réellement un impact positif pour l'institution. L'idée étant aussi d'évaluer les attentes et les craintes de chacun pour adapter les solutions aux personnes qui seront concernées et sur lesquelles l'utilisation de l'IA aura un impact réel. Et bien évidemment, concevoir un cadre éthique et organisationnel sur comment est-ce qu'on déploie l'IA, quels sont les enjeux, et en particulier en termes de confidentialité de certaines données, puisque c'était une des grandes craintes. Je vous présente un peu une synthèse des différents chantiers en fait, sur lesquels je les ai amenés à se présenter et à s'interroger. Ce qui ressort en réalité de ces six entretiens, c'est qu'en réalité, aucune crainte réelle par rapport à l'IA n'est remontée. La seule crainte, c'est vraiment celle qui est liée donc, à la confidentialité de certaines informations. Mais c'est une crainte qui est tout à fait légitime quand on n'est pas forcément la main dans les modèles toute la journée, mais qui en fait c'est une crainte qui est plutôt liée en réalité à ce que l'humain peut faire. Les modèles qui vont tourner sont complètement détachés de la base de données, ce qui veut dire qu'elles sont complètement détachées de ce qui sort ensuite au niveau du portail des collections. Donc aucune crainte en réalité de ce côté-là. Ce qui a été le plus demandé, en fait, c'était surtout la génération de métadonnées. C'est que le musée, en fait, a je pense que c'est le cas de beaucoup d'institutions, et j'en discutais ce midi avec quelques-uns d'entre vous, le passif à traiter est un véritable problème dans l'institution et qui s'accumule en fait avec toutes les acquisitions qui rentrent en permanence au musée. Et donc il y a une réelle volonté de pouvoir produire des métadonnées qui permettraient en fait d'avancer sur des chantiers de collection qui pour l'instant sont en suspens ou qui avancent quand les personnes qui sont en charge de ces collections ont le temps de se dégager du temps, ce qui est extrêmement compliqué. Donc c'était vraiment quel que soit le profil interrogé, c'était vraiment cette idée de pouvoir générer des métadonnées pour pouvoir un peu mettre à plat le passif. Ok, donc je vais aller beaucoup plus vite. Les motivations, c'est ça, c'est aussi donc, la réduction du temps de travail et évidemment l'amélioration des données, puisque qui dit génération de données dit du coup aussi découvrabilité des collections. Le cadre de l'IA a quand même été souligné comme étant un cadre qui allait être régulé avec des tolérances partielles des erreurs qui ne doivent pas dépasser celles attribuées à l'humain, puisque nous faisons tous des erreurs, avec une volonté de contrôle par échantillonnage, donc ce qu'Emmanuel a présenté, donc des échantillons qui serviront en fait à mettre les modèles le plus proches de ce qu'on recherche avant de les déployer. Les conséquences en fait, de la non mise en place de l'IA sont en résonance directe avec les motivations pour l'application de l'IA. Donc il y a quand même vraiment une cohésion, une cohérence intellectuelle et du coup un véritable besoin qui s'est exprimé de ce côté-là. Et les conséquences des erreurs que pourraient potentiellement faire les modèles sont plutôt modérées, puisque étant donné qu'il n'y a pas ces données qui existent, en fait ce serait de la correction et donc il n'y aurait pas fondamentalement de perturbations importantes dans le travail des personnes qui sont en charge de ces collections. Donc, à travers les différents cas d'usage qui m'ont été présentés, j'en ai identifié trois grandes familles, on va dire. Le premier, c'est le cas d'usage de l'inventaire. Je l'ai mis en premier avec une petite note qui est que toutes les personnes interrogées, quelle que soit leur place dans le musée, estiment que l'application de l'IA à l'inventaire dans la base de données du musée serait bénéfique. Les différents cas d'usage qui ont été présentés dans cette catégorie d'inventaire sont donc ce que je disais avant, vraiment l'aide à l'indexation, c'est-à-dire utiliser des modèles d'IA pour avoir une description ne serait-ce que sommaire des œuvres, donc potentiellement par mots-clés plutôt, donc qui pourrait en fait permettre déjà d'avoir quelques données ou quelques idées de ce que contiennent ces œuvres. L'autre point qui a été souligné, ce serait la création automatique de fiches, donc qui reprendrait le numéro d'inventaire des œuvres et les métadonnées associées, donc un peu exactement ce qu'Emmanuel a présenté dans le schéma juste avant.
et une volonté aussi d'améliorer et d'enrichir l'historique des œuvres. Pour ça, ce qui a été proposé, c'était une numérisation des registres, que ce soit les fiches d'inventaire, les dossiers d'œuvres, les campagnes d'acquisition, etc. Et de passer des modèles d'HTR. Donc les modèles d'HTR, c'est les modèles qui permettent d'extraire du texte écrit à la main, en faisant de l'extraction d'entités nommées, donc de noms, de dates, et éventuellement de mots-clés en fait, qui seraient également injectés dans la base de données, avec une des volontés qui est de retrouver les donateurs pour pouvoir compléter l'histoire des collections et gérer aussi toutes ces questions de droit, puisque quand le donateur n'est pas formellement identifié, il y a toujours cette question de qu'est-ce qu'on peut faire de ces œuvres et de leur diffusion. Le deuxième cas d'usage qui est remonté, donc qui là est aussi concentré sur les applications métiers, donc avec un impact sur les personnels scientifiques du musée, c'est vraiment l'exploration visuelle des collections. La première, c'est la première grande famille dans ce cas d'usage qui se détache, c'est la question de rattacher les métadonnées. Donc en s'appuyant sur ce qu'on appelle une base de données vectorielle, qui permet en fait de retrouver des similarités entre les images et en fait à partir de ces regroupements visuels, d'associer les métadonnées de dates, de périodes, d'artistes, de lieux de production en fait pour faciliter les recherches. Ok. Rattacher, le deuxième cas d'usage, c'est donc rattacher les médias, donc gérer les doublons avec l'identification des doublons d'images qui peuvent exister entre la base du musée et le serveur, avec une mise en place d'une suppression automatique des doublons par traitement scripté, c'est-à-dire afin de récupérer l'image qui a la plus grande qualité et d'écraser si des médias sont moindres. Donc pour améliorer cette gestion des médias en interne et faciliter la diffusion des collections contenant la base de données au portail des collections. Et le dernier cas, c'est l'aide à la recherche de provenance avec une assistance lors des campagnes d'acquisition pour garantir que l'œuvre n'a pas été volée ou spoliée et donc permettre un renforcement des processus de recherche de ces provenances. Le dernier cas d'usage que je vais faire en 20 secondes, c'est ça 30 secondes. C'est plus tourné vers les expériences visiteurs. Ce qui ressort de ces entretiens, c'est qu'il y a plutôt une volonté de vraiment mettre en place l'IA pour le personnel scientifique du musée plutôt qu'une ouverture vers les publics, puisqu'en réglant déjà les problèmes internes au musée de diffusion, de description des collections, ça bénéficiera de fait au public. Donc, en 3 points, les prochaines étapes de notre projet. Donc, ça va être le test et l'évaluation des modèles liés au cas d'usage que je vous ai présenté. Je fais déjà un save the date et éventuellement début d'appel à communication pour le 30 septembre, puisque nous organiserons une journée de clôture de cette première année de projet au Musée des Arts Décoratifs. Donc, nous reviendrons bien évidemment vers vous pour présenter un peu plus en détail le programme de cette journée. Et surtout, l'enjeu étant de tester la réplicabilité des modèles et des workflows mis en place. Nous allons explorer comment appliquer ces cas d'usage à d'autres institutions.